Dans un monde médiatique qui privilégie le brouhaha, la culture du clash et du zapping, pas si simple aujourd'hui de faire entendre avec clarté la complexité et la nuance. Pas si simple non plus de prendre de la distance avec les certitudes, tout en respectant les convictions. Et surtout, s'écouter et échanger sans langue de bois. Et ne pas seulement rajouter du bruit. Voilà un défi qui n'est vraiment pas si simple. Pas si simple, le podcast qui promet de l'écoute, du respect et de la nuance. Aujourd'hui, le travail en crise de sens. Nous avons rendez-vous au siège de la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens. Avec son président Cyril Chabagnier, nous allons discuter d'une réalité aussi ancienne que l'humanité, le travail. Pas si simple est proposé par le Jour du Seigneur, RCF et les Semaines sociales de France. Animé par Éric Paillet, Étienne Pépin et Isabelle de Golemin. Bonjour. Pardon, bonjour. Si la réalité du travail a énormément changé au cours des siècles, la succession, crise des gilets jaunes, Covid et plus récemment la réforme des retraites nous a amené à profondément nous interroger sur la place du travail dans notre vie et sur le sens qu'on lui donne. Emmanuel Macron, président de la République, RMC, 13 janvier 2021. Quand on se compare, nous sommes un pays qui travaille moins que les autres en quantité, ça reste vrai. Et donc nous avons une quantité de travail allouée qui n'est pas au bon niveau. Ce n'est pas la première fois que le chef de l'État assure que les Français ne travaillent pas assez. Il l'avait déjà fait en clôture du grand débat national qui avait suivi la crise des Gilets jaunes en 2019. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous la sensation que vous pourriez faire plus? Guillaume Erner, journaliste animateur, France Culture, 16 septembre 2022. Un taux historiquement haut de salariés ont quitté leur travail au cours des 6 derniers mois. Les employeurs, quant à eux, font face à d'importantes difficultés de recrutement. La grande démission qu'on observe aux États-Unis serait-elle en train de gagner la France? Est-on en train de vivre la fin du travail? Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, BFM TV, 29 janvier 2023. Je crois qu'il y a aujourd'hui, mais tout le monde le constate, chez la NUPES et singulièrement à la France insoumise, des gens qui n'aiment pas le travail, qui n'aiment pas la valeur travail, qui veulent une société sans effort, sans travail, et qui mentent finalement aux Français parce qu'ils disent qu'on pourrait très bien vivre sans travailler. Et moi je veux dire que c'est aussi nier les conditions des classes populaires, des ouvriers, des employés, qui savent que c'est par le travail qu'on s'en sort, c'est par le travail qu'on peut devenir propriétaire de sa maison. Sandrine Rousseau, députée NUPES Europe Écologie Les Verts, Assemblée nationale, 6 février 2023. Mais nous vous empêcherons demain et les autres jours d'accaparer notre bien commun, la retraite. Paul Lafargue écrivait dans Le droit à la paresse qu'il la fallait pour les classes ouvrières, précisément parce qu'elle permettait de contraindre les bourgeois à arrêter de surconsommer. Oui, nous en sommes là. Oui au droit à la paresse. Oui au droit à la retraite à 60 ans. Michael Zemmour, enseignant-chercheur à l'université Paris 1 Sorbonne-Panthéon, Public Sénat, 28 février 2023. Quel est le sens de la retraite? Est-ce que, passé un certain âge, parce qu'on reconnaît la valeur du travail qui a été accompli, on a le droit à un temps libéré et donc de disposer de sa vie, d'avoir une activité associative, des loisirs, etc. Ou alors est-ce que la retraite, c'est uniquement le moment où, parce qu'on ne peut plus rien faire d'autre, on vous sort du marché du travail? Cyril Chabagnier, merci d'avoir accepté notre invitation. On vient d'entendre plusieurs petites phrases qui ont été prises comme ça dans l'actualité de ces 2 dernières années, avec cette thématique commune, celle du travail. Alors, il y a plein de débats différents qui ont été évoqués, mais on voit bien qu'il y a quelque chose tout d'un coup d'un changement, d'une interrogation profonde sur le travail. Pour vous, on entendait par exemple Monsieur Erner de France Culture dire « Est-ce qu'on assiste à la fin du travail ?» Est-ce que ça vous parle? Comment vous entendez cette question?
Déjà, bonjour à vous et merci beaucoup pour cette invitation de cette très belle émission. Il y a du changement autour du travail. C'est clair que le travail tel qu'on le concevait il y a peut-être 40 ou 50 ans n'est pas forcément conçu aujourd'hui de la même manière. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est que dans le travail et dans la valeur travail, on avait avant tout, pendant de nombreuses années, une valeur économique. Voilà. Le travail, d'ailleurs, quand on disait valeur travail, c'est bien que le travail avait une valeur, et c'était une valeur économique. Ça produisait, ça créait une richesse. Et d'ailleurs, toute la question était, et elle est toujours, sur le partage de cette valeur et d'avoir un travail qui permet d'avoir un juste salaire. Et on est passé, de notre côté, en fait, on est passé sur une valeur morale du travail. Et on voit d'ailleurs dans tous les commentaires qu'on a pu entendre, est-ce qu'il y a encore une valeur travail? On oppose les gens. On entend de plus en plus des commentaires sur la France qui se lève tôt contre les feignants, les vieux contre les jeunes. Enfin, je caricature évidemment volontairement, l'école blanc contre l'école bleue, les cadres contre les non-cadres, et en disant qu'il n'y a plus cette valeur travail. Alors d'abord, dans un sens moral, c'est quoi la valeur travail? Il faudrait la définir. Et je ne suis pas certain que tout le monde la définirait de la même manière. Mais je crois que ce qui est important à travers ça, c'est vraiment de dire que le travail, s'il a changé, reste une valeur forte et reste une valeur, en tout cas, par laquelle on s'accomplit. Et on s'accomplit personnellement et on s'accomplit aussi dans une collectivité. Donc je ne crois pas que le travail a changé, mais le travail est peut-être moins prioritaire pour certains. Et en tout cas, ce qui est important de dire, c'est que il y a besoin aujourd'hui plus qu'avant de trouver du sens au travail, d'aller regarder les conditions de travail. On veut plus travailler pour n'importe qui, on veut plus travailler n'importe comment. Et donc, il y a une aspiration qui est différente parce que peut-être que le travail est un peu moins prioritaire que d'autres activités dans l'accomplissement d'une personne. Et alors, qu'est-ce qui a fait changer la conception qu'on a du travail? Est-ce qu'il y a des étapes clés comme ça dans l'histoire? Peut-être les 35 heures, là plus récemment la crise des Gilets jaunes, la crise Covid avec le télétravail, encore tout récemment la réforme des retraites. Est-ce que ça sont des points clés qui font progressivement changer la conception qu'on a du travail, de l'énergie qu'on veut mettre au travail? Je crois qu'il y a eu plusieurs points clés. Il y a évidemment un grand point clé qui est celui de la crise Covid, alors qui n'a pas tout changé, mais qui a accéléré les choses. Où je crois les salariés se sont rendus compte qu'il y avait peut-être autre chose que le travail. Beaucoup ont redécouvert que, en fait, ils passaient à côté de leurs enfants parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de temps pour les accompagner, pour être avec eux. D'autres ont découvert qu'avoir une activité de loisirs, sportive. On a vu le boom du jardinage ou du bricolage pendant le temps de la Covid, et qu'il y avait peut-être autre chose qui était aussi intéressant et qui permettait de s'épanouir. Et donc, beaucoup de personnes se sont dit, peut-être que je consacre trop de temps, trop de ma vie au travail, et il y a d'autres activités qui sont largement aussi intéressantes et épanouissantes auxquelles je passe à côté, et j'ai plus envie de passer à côté simplement parce que le travail, c'est important, parce que ça permet de remplir aussi le frigo à la fin du mois. Je veux me consacrer à d'autres activités. Mais je parle des loisirs, mais ça fait très très longtemps. Les 35 heures ont joué un rôle par rapport à ça. On a découvert avec les RTT qu'on avait plus de temps libre, on pouvait faire plus de choses. Et au fur et à mesure, je crois qu'on a continué à considérer le travail comme la valeur marchande qui permet d'avoir le salaire et de permettre de vivre correctement. Mais on voulait, je crois, plus perdre sa vie en travaillant. Et donc, c'est le moment aussi où on a vu pendant des années, et on était très, très à la pointe, nous, à la CFTC, sur ce sujet, de plus en plus la conciliation de la vie familiale, de la vie personnelle avec la vie professionnelle. Tous ces sujets-là ont été importants. Et avec le télétravail, ça a été aussi une étape supplémentaire où on pouvait organiser le travail différemment. On pouvait, dans une même journée, avoir des temps différents de travail, de loisirs, de liberté. Et donc, tous ces événements ont fait que le travail reste, je pense, une valeur importante et essentielle, mais ce n'est plus la seule valeur, alors que pendant des années, pour beaucoup de gens, c'était presque la seule valeur, le travail. Comment vous réagissez aux propos de Sandrine Rousseau qui brandit ce droit à la paresse? Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est un propos un peu exagéré, mais je crois que l'exagération est parfois un peu synonyme de certains politiques. Je crois qu'il ne faut pas confondre le fait de vouloir trouver du sens au travail, de pouvoir avoir des temps, encore une fois, pour préserver sa vie familiale, ses activités de loisirs, avec le droit à la paresse, parce que il ne faut pas oublier qu'avant tout, le travail, c'est créateur de richesse. Tout à l'heure, je parlais dans mon introduction de partager la valeur du travail. Encore, pour partager la valeur du travail, il faut en créer. Voilà. Donc, je reste persuadé qu'aujourd'hui, il faut mieux concilier les choses. Il faut faire en sorte que le travail puisse permettre d'avoir d'autres activités enrichissantes qui sont à côté. Mais ça reste une valeur forte, ça reste une création de richesse, le travail. Et je crois qu'il faut arrêter de faire croire aussi à certaines générations qu'on peut vivre correctement, qu'on peut s'épanouir sans avoir, et qu'on peut s'accomplir sans avoir le travail. Non, il faut continuer à avoir le travail, parce que je vous rappelle que le travail, c'est évidemment, qui remplit le frigo et qui permet de vivre correctement, mais c'est le travail aussi qui permet de financer notre protection sociale, qui permet d'avoir des écoles, des routes de qualité. Et au bout d'un moment, faire penser que sans le travail, on pourrait vivre aussi bien collectivement, je crois que c'est une voie dans laquelle il ne faut pas trop aller, parce que c'est donner beaucoup de faux espoirs à de nombreux jeunes aujourd'hui. Pas si simple. Thème du jour, le travail en crise de sens. C'est bon. Dans le débat actuel, le mot travail, parfois, évoque la difficulté, l'effort, ce qu'on aurait plutôt tendance à fuir, j'ai envie de dire. Et puis de l'autre côté, c'est l'ascenseur social, c'est le moyen de se réaliser, c'est l'accomplissement. Alors, pour essayer d'y voir plus clair, on va aller voir la sémiologue Mariette Darigrand. C'est très mis en porte-à-faux, oui. Et qu'ils ont l'impression que la compétence, c'est pas eux qui... Qui travaillent sur la souffrance au travail, qui est médecin. Bonjour Mariette. Bonjour Eric. Dans le débat sur la question du travail, on entend parfois parler de valeur travail. C'est assez étonnant parce que pour moi c'était du langage économique, pas du langage philosophique. Ça vient de Marx en fait, mais on l'a un peu oublié. C'est lui qui le premier a donné cette idée-là que le travail n'était pas simplement une action humaine, mais qu'elle pouvait avoir une valeur économique, donc d'usage ou d'échange, selon sa grande théorie. Et donc il a alerté en quelque sorte les travailleurs en leur disant « vous vendez ou vous louez ». Au patron, sans en avoir le bénéfice, votre capacité de travail. Alors c'est très étonnant parce que cette terme revient à l'autre bout du spectre politique, si on veut. Hein. Pour nous, dans notre histoire, c'est le moment Sarkozy, où il a, je crois, le président à ce moment-là, donné un autre sens au mot valeur, et un sens effectivement, je dirais, moral. C'est la valeur au sens moral. Donc, en fait, il a voulu dire, il y a la France qui se lève tôt, qui travaille, et puis il y a les gens assistés. Enfin, il y avait cette dichotomie qui reste, toujours. Donc, le mot a pris une connotation morale. Mais c'est pas étonnant, parce que le travail vient de là. Le travail vient d'une vision presque sacrée des choses. Hein. Il faut revenir, il faut faire l'histoire du concept, l'histoire du mot. Alors, moi, je ne suis pas sociologue ni historienne, mais là, comme je travaille sur le mot « travail », c'est tout à fait intéressant parce que c'est un mot récent dans notre langue. Tout est relatif, hein, c'est Moyen-Âge, mais il devient le mot usuel pour dire « travail » à peu près au XVe siècle. Alors, labeur, qui était le grand aîné venu du latin, du labor latin, perdure. C'est-à-dire que jusqu'au fin du 19e, on a les deux. Travail et labeur, on a besogne aussi. Bon, il y a plein de mots autour de ça. Mais le mot travail, eh bien, il est une image, il vient d'une image de torture, de souffrance, avec le fameux tripalium, qui n'est pas l'étymologie sonore, probable, hein, mais qui est, disons, l'étymologie qui fait acte de vérité. Donc, nous sommes héritiers d'une vision où le travail fait souffrir. Cette perception, d'ailleurs, que vous décrivez du travail a été très présente dans le débat sur les retraites. Le travail, c'est l'enfer, et la retraite, ça deviendrait le paradis. En caricaturant.
Je crois qu'il y a eu deux choses concomitantes dans notre société qui ne se sont pas parlées. Le discours syndical et politique est resté sur l'idée classique du travail souffrance. Dans le champ économique, dans le champ de l'entreprise, il se passe autre chose, en particulier de la part des jeunes, mais c'est aussi par exemple, ça peut être quelqu'un qui, au moment de sa retraite, et qui va basculer dans autre chose et qui dit « je vais enfin pouvoir explorer ma vocation ». Donc, donner du sens au travail, c'est devenu central. La conscience écologique, évidemment, elle est passée par là. Comment, pour des jeunes qui sont absolument scandalisés par la crise climatique, aller travailler dans une entreprise qui est polluante, qui n'a pas une bonne RSE, etc. Donc, c'est tout à fait... Il nous rappelle la finalité du travail. Et ça, c'est plus l'animal laborant, celui qui doit travailler pour survivre. C'est ce que Bergson appelait l'homo faber, l'homme fabricant, et c'est-à-dire qui veut donner un sens à son geste. C'est pas juste travailler pour faire quelque chose, c'est savoir ce quelque chose, à quoi cela va-t-il servir. Et nous sommes en plein là-dedans, et c'est formidable d'avoir mis ce deuxième niveau, parce que c'est ça la conscience collective, la conscience du bien commun. Alors qu'après, paradoxalement, et ça c'est dur à gérer par les entreprises privées en particulier, mais qui ont des besoins de recrutement, de fidélisation, c'est que tout en étant très orientés sur ce sens du travail, les jeunes générations sont orientées aussi sur leur santé personnelle, santé physique et santé mentale. Équilibre. Bah oui, ils ne vont pas travailler trop. Ils ont vu leurs parents travailler énormément. La génération des X et du début des millennials sont des gens qui ont investi énormément dans le travail, et les femmes en particulier, avec ces questions de charge mentale, etc. Les enfants de ces gens-là, ils relativisent. Ils sont en plus très l'idéologie actuelle, l'information, leur ont donné une conscience de leur propre santé. Donc ils veulent équilibrer. Alors on peut dire que c'est des flemmards. Moi, dans mon expérience que je vois autour de moi, je dirais pas du tout ça. Ce sont des personnes très actives, mais polyactives, c'est la slash activité, mais enfin, bon, ça, c'est pas nouveau. Mais ils veulent pas tout donner à l'entreprise, c'est autre chose. Ils savent, d'autre part, c'est ce qu'on appelle l'ascenseur social en panne, que c'est pas simplement par leur travail qu'ils vont assurer leur avenir ou l'avenir de leurs futurs enfants. Ça, c'est aussi quelque chose qui a changé le rapport au travail. Merci beaucoup, Mariette. Pas si simple. Invité du jour, Cyril Chabagnier. Il y a beaucoup de choses dans ce que vient de nous dire Mariette, Oui. j'imagine, sur lesquelles vous allez pouvoir réagir, mais moi je voudrais revenir d'abord sur cette notion. Alors vous avez commencé à l'évoquer précédemment, c'est cette notion d'équilibre, mais je crois que là vraiment on touche quelque chose de profondément actuel, l'équilibre entre la vie personnelle et la vie au travail. Ça veut dire donc que le travail ne serait plus perçu comme étant l'acte central d'un projet de vie? Non, je crois que c'est plus perçu comme l'acte central, en tout cas pas comme l'acte unique. Parce que je pense quand même encore que le travail pour beaucoup reste quelque chose d'important, mais ce n'est pas, On dit ce n'est parfois, pas unique. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et ça veut dire, c'est quoi ton métier? C'est assez étonnant, ça. Oui. Alors le petit désaccord que je peux avoir avec le commentaire précédent, c'est très bien sur tout ce qui est étymologique dans le terme travail. Oui, c'est vrai que le travail, ça vient du tripalium et donc ça vient de la torture. C'est vrai que le labour, c'était vraiment le terme pour dire c'est ce qui cause de la peine. Je veux dire, ça vient de là. Donc le travail, ça cause de la peine. Et heureusement d'ailleurs que ça a pu fortement évoluer. Et d'ailleurs, je pense en grande partie grâce au travail des syndicalistes, grâce au travail de la CFTC, où depuis 50 ans, depuis 100 ans maintenant que nous sommes là, les conditions de travail, l'évolution font bien heureusement que même s'il y a encore de la pénibilité dans le travail, on n'est plus quand même dans les mêmes conditions qu'on avait il y a 50 ou 100 ans. Donc ça a quand même évolué. Mais elle nous dit que à la fois le patronat, le gouvernement et les organisations syndicales ont traité le sujet des retraites en gardant en tête cette souffrance au travail. J'ai pas du tout eu l'impression, en tout cas pour la CFTC, on n'a pas gardé ça en tête justement, et on était peut-être plus ouvert que d'autres syndicats pour discuter des barrières d'âge. Mais toute la question qui était à travers de ça, c'était justement tous les métiers ne se valent pas en termes de souffrance, pour reprendre le terme, et en termes de pénibilité. Et il faut savoir reconnaître
qu'il y a des métiers plus pénibles que d'autres. Il faut savoir reconnaître que tout le monde ne peut pas partir peut-être au même âge à la retraite. Et c'est là toute la difficulté. C'est qu'on a fait une réforme qu'on a appelée paramétrique avec le recul de l'âge, applicable à tout le monde, dans les mêmes conditions, quel que soit son travail, quelles que soient ses conditions de travail. Et c'est là où ça a imposé problème. Mais on n'a pas vécu, enfin en tout cas à la CFTC, on n'a pas pris le travail comme une souffrance. Et nous, mais peut-être aussi par nos valeurs et par nos valeurs d'inspiration sociale chrétienne, on ne conçoit pas le travail d'une manière d'aliénation, comme on pourrait le prendre de manière étymologique. On le conçoit vraiment aussi comme un accomplissement, et je dirais même un double accomplissement. Un accomplissement personnel, et là où je suis parfaitement d'accord avec elle, c'est aussi un accomplissement collectif, et donc qui doit avoir d'autres accomplissements, comme j'ai pu le dire. Aujourd'hui, vous sentez que c'est essentiel qu'un travailleur, qu'un salarié trouve du sens dans son travail? Est-ce que c'est une condition sine qua non pour que le travail se passe bien, qu'on y soit heureux, qu'on s'y épanouisse? Il y a la question du sens, quoi. La question du sens est une question centrale. Alors d'abord, une remarque pour vous dire que beaucoup de personnes qui parlent du travail confondent souvent la valeur travail et le sens au travail. C'est deux choses qui sont quand même différentes. C'est qu'il peut y avoir des travails qui sont pénibles, mais qui donnent du sens malgré tout à la vie. Mais tout à fait, on pourra prendre et on peut prendre plusieurs exemples, et pas d'ailleurs que dans le sens du pénible, dans le sens de la reconnaissance du travail. D'ailleurs, on l'a vu, et l'exemple a été pris aussi sur le moment du Covid, avec ces fameux travailleurs de la seconde ligne, où on s'est rendu compte que c'était essentiel. Que c'était essentiel, alors que c'était souvent des personnes et des travaux qui étaient pas très mis en valeur, et c'est gentil quand je dis ça. Il y a encore quelques années, quand vous demandiez à quelqu'un comment tu conçois et comment tu vois le métier d'agent de caisse, il disait, un agent de caisse, ça n'a pas de sens au travail, pour toute une partie et toute une catégorie de nos concitoyens. Alors qu'on a vu que pendant la crise Covid, ces agents de caisse trouvaient du sens à leur travail, parce que souvent, c'était le seul lien social dans la journée avec des personnes, y compris par exemple des personnes âgées, et que dans ces temps de caisse, il y avait un moment d'échange, c'était parfois les seules 5 ou 10 minutes que la personne pouvait avoir en discussion, et donc dans tout travail, on peut trouver du sens, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas les travails nobles et les travails non nobles, que dans tout travail, on pouvait trouver du sens. Et ce qui est très intéressant, excusez-moi, je finis sur ça, c'est que aujourd'hui, dans le travail, et c'est d'ailleurs souvent marrant quand on parle, y compris avec le patronat, sur les choses qui sont les premières interrogations des jeunes quand ils viennent chercher un emploi, malgré toutes les difficultés qu'on a aujourd'hui sur le pouvoir d'achat, le salaire n'est pas que la question dans laquelle il part. Les jeunes aujourd'hui ne veulent plus travailler dans une entreprise dans laquelle il n'y a pas de sens, dans laquelle on ne donne pas un cap, dans laquelle ils n'ont pas une vision, ils ne veulent plus travailler pour une entreprise polluante, ils ne veulent plus travailler pour une entreprise qui n'a pas de vision RSE. Toutes ces questions-là, aujourd'hui, sont des questions aussi importantes, et la conciliation des temps de vie, parce que l'une des premières questions qu'on pose quand on a des recrutements, y compris dans ma maison, c'est est-ce qu'il y a un accord télétravail, combien de congés j'ai droit, est-ce qu'il y a des RTT, voilà, donc toutes ces questions-là, c'est la globalité qui devient importante, alors qu'il y a encore 30 ou 40 ans, y compris dans ma génération, je me sens pas si vieux que ça, ce qui était important, c'était d'avoir un CDI et quel salaire je vais avoir. Une fois qu'on avait ça, déjà les 3/4 de l'entretien étaient faits. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Alors d'ailleurs, on observe parfois une fuite des cerveaux dans certaines grandes entreprises, des grands cadres qui ont des métiers intellectuels très forts, avec une grosse responsabilité, qui quittent leur job pour devenir artisans, menuisiers, charpentiers, parce qu'ils façonnent quelque chose de leurs mains. Est-ce que dans le sens qu'on donne au travail, on a besoin aujourd'hui de savoir ce à quoi sert notre travail? Alors, ça peut être fabriquer des meubles, ça peut être autre chose, mais en tout cas, il y a ce besoin de savoir à quoi sert le travail qu'on fait. Tout à fait. Il y a le sens, et on peut aller le sens au travail, et on peut presque aller plus loin avec l'utilité de mon travail, qui va encore plus loin que le sens. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je commençais par dire que, y compris ce qui était important, c'était d'avoir une vision de l'entreprise, c'est-à-dire de l'entreprise, pardon, parce qu'on a besoin de voir un sens, vers quoi on va, à quoi je sers, est-ce qu'il y a un réel projet dans l'entreprise, parce que le salarié aujourd'hui ne veut plus, c'est pas qu'il n'aime pas son entreprise, c'est qu'il n'accepte pas de l'accompagner s'il trouve pas une vision. Voilà, un sens, mais aussi une vision. Et puis, il y a le côté, est-ce que je suis utile? Donc oui, ça a changé, et toutes ces valeurs-là sont devenues importantes
Et c'est aussi d'ailleurs pour ça, parfois, que on a beaucoup de turnover, parce que parfois on peut trouver du sens dans son travail sur une période et ne plus en trouver par la suite. Et on ne peut pas imaginer continuer son travail s'il y a une perte de sens. Pas si simple. Thème du jour, le travail en crise de sens. Nous avons également fait écouter les propos de notre sémiologue Mariette Darigrand à 2 dirigeants d'entreprise. Anna Notariani a démarré sa vie professionnelle armée d'un BTS en nutrition. Elle est aujourd'hui secrétaire générale et directrice Impact du groupe Sodexo, qui emploie 430 000 personnes dans 54 pays. Vincent Huguet, lui, a cofondé en 2013 la start-up Malte, qui met en relation 600 000 travailleurs indépendants avec 70 000 entreprises. Anna Notariani, directrice Impact du groupe Sodexo. On a 25% de nos salariés qui sont issus des quartiers prioritaires de la ville et qui n'ont pas de formation, de qualification. Et donc pour nous, c'est très important de les accueillir, de pouvoir leur proposer des formations et surtout, après, de valoriser les acquis de leur expérience pour pouvoir justement déclencher l'ascenseur social. Vincent Huguet, cofondateur de la plateforme Malte. Si quelqu'un choisit de devenir indépendant, devenir freelance, donc passer du salariat à l'indépendance, c'est justement pour avoir moins de contraintes. Ou du moins, ce qui les motive le plus avant de gagner plus, c'est vraiment la liberté. Et derrière la liberté, il y a peut-être un mot-clé qui est le choix, c'est-à-dire le choix des clients, le choix des missions, le choix dans la façon de travailler. Est-ce que je suis plus ou moins chez le client, plus ou moins travailler chez moi, etc. On fait une enquête tous les ans. On interroge l'ensemble des collaborateurs et on pose beaucoup de questions autour de l'émancipation, la perception qu'on a que l'entreprise se mobilise beaucoup pour l'inclusion, pour la promotion des femmes, pour l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et donc, à partir de toutes ces questions, eh bien, ça nous donne un taux d'engagement et on demande aux salariés comment ils se sentent engagés dans l'entreprise. On est une entreprise assez, transparente, mais aussi où les gens osent présenter les choses, et certains qui ont vécu un burn-out dans le passé sont venus présenter à d'autres pourquoi, comment ils l'avaient vécu, etc. Donc on essaye qu'il y ait une prise de conscience sur faire attention, c'est-à-dire que burn-out, d'ailleurs, c'est pas seulement une quantité d'heures de travail, ça peut être dans une façon de travailler. J'ai lancé un très grand programme de formation à l'empathie et à la collaboration. La première chose qu'on apprenait, c'était à prendre soin de soi pour prendre soin de ses équipes. C'est une logique. Donc, bien entendu que ça fait partie de l'équilibre. Si vous poussez à une culture où il faut finir à 11h tous les soirs, il faut travailler les week-ends, si j'envoyais des mails le samedi soir aux gens en leur demandant des choses, vous créez un certain type de culture et vous créez un non-équilibre chez les gens. Chez nous, ce n'est pas le cas et c'est des choses auxquelles, justement, j'ai toujours fait attention. Quand une personne est équilibrée entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, eh bien, elle est plus efficace. Quand une personne sait qu'elle va être reconnue, eh bien, elle est plus engagée. Quand une personne peut travailler dans une équipe qui s'entend bien, avec un chef qui la met en valeur et qu'il y a des perspectives, eh bien, il y a plus d'efficacité. C'est des logiques qui ont toujours existé. Donc, moi, je ne vois pas de gros changements. Ce que je vois, c'est des aspirations à plus de sens. Et ça, par contre, ça, je le vois de façon assez généralisée. Ce qui a évolué peut-être dans une nouvelle génération, c'est de savoir si ce que l'on fait a un sens collectif, si l'impact de ce qu'on fait a un sens collectif. Et ça, pour ça, oui, les freelances, comme je vous disais, choisissent leur mission en fonction de ça et sont très regardants. Pas si simple. Invité du jour, Cyril Chabagnier, président de la CFTC. Ces 2 dirigeants d'entreprise, même s'ils travaillent dans des secteurs complètement différents, avec des échelles totalement différentes, ils ont un point commun, c'est de nous dire aujourd'hui, il y a un incontournable, c'est le bien-être du salarié. Alors,
J'imagine bien sûr que vous avez des nuances à apporter là-dessus, sinon il n'y aurait plus de CFTC. Est-ce que vous adhérez à ce discours ou est-ce qu'il vous semble complètement utopique ou en tout cas de façade? Non, j'adhère à ce discours. Et d'ailleurs, il y avait une phrase que j'ai trouvée très intéressante de la dirigeante de Sodexo qui disait un salarié, presque si je caricature un peu, qui est heureux, mais en tout cas un salarié qui a trouvé un équilibre dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle est un salarié qui est plus efficace. Donc on voit que travailler sur les conditions de travail, travailler sur le fait de redonner du sens au travail, c'est pas forcément une opposition entre le patron et le salarié, entre le patron et les organisations syndicales, ça peut être du gagnant-gagnant. Et d'ailleurs, c'est ce qui définit notre façon de faire du syndicalisme. On ne voit pas forcément toujours le patron comme un ennemi, en tout cas tant qu'il ne fait pas des actes pour l'être, et on essaie toujours de rentrer dans une négociation pour être gagnant-gagnant. Donc ça, c'est vraiment important. Après, il y avait d'autres remarques sur le fait qu'il y a une aspiration peut-être à la jeunesse à avoir plus de liberté. Oui, il y a une aspiration à avoir un peu plus de liberté, et je crois que le management aujourd'hui n'est pas le management d'il y a 10, 15 ou 20 ans. Il y a un besoin de liberté, il y a un besoin d'autonomie qui est aussi approfondi, ce qui n'est pas, et je tiens à préciser, parce que parfois on confond autonomie et liberté, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors après, ce qui me fait réagir, c'est qu'on peut trouver la liberté, y compris dans une entreprise, et qu'on n'est pas obligé de travailler en freelance ou en indépendant pour être libre, fort heureusement. Et puis, je veux bien croire que dans cette entreprise, tout soit parfait, mais il y a beaucoup aussi de salariés partis du côté indépendant ou du côté freelance qui ont plus, qui n'avaient pas forcément le choix et qui ont plus découvert une ubérisation du travail que forcément une grande liberté. Donc il faut un peu modérer tout ça. Mais c'est clair qu'il y a cette aspiration à plus de liberté, et le fait de travailler, d'avoir un équilibre vie professionnelle, vie familiale peut être gagnant pour tout le monde, oui. On voit, sans les opposer d'ailleurs, qu'il y a deux visions de l'entreprise là, dans les témoignages qu'on vient d'entendre. Une vision très collective. Il y a ce corps là, qu'est l'entreprise, qui doit fonctionner ensemble pour porter un collectif très, très important. Et puis en face, l'individu qui gère son propre parcours, sa carrière, qui est là et qui a toutes les cartes en main. J'imagine que l'équilibre et la vérité se trouvent sans doute un peu dans la nuance. Quelle vision vous avez, vous, de ça, de ces différentes visions qu'on peut avoir du travail, le collectif et l'individu? Je crois que toute la difficulté et toute la problématique, c'est justement, et on le voit très bien dans ce mini-reportage, c'est l'opposition entre les deux. Et tout à l'heure, d'ailleurs, quand on a débuté notre conversation, et que je parlais de la valeur travail, qui était pour nous aussi un accomplissement, j'ai bien indiqué que dans l'accomplissement, il y avait l'accomplissement individuel et personnel et l'accomplissement collectif. Et je crois justement que, pour revenir à notre valeur travail, que cette valeur travail doit permettre les deux, et doit même faire les deux. Voilà. C'est-à-dire que l'accomplissement, il doit être personnel et collectif. Et je trouve très dommage de les opposer et de presque dire d'un côté, il n'y a que l'accomplissement personnel qui intéresse les salariés aujourd'hui ou les jeunes aujourd'hui. C'est faux, parce que l'attachement au collectif reste fort. Ils ont besoin de plus de liberté, plus d'autonomie. C'est parce qu'on a besoin de plus d'autonomie qu'on n'a plus d'attachement à l'accomplissement collectif. C'est pas la même chose. Donc oui, je serai dans la nuance. Pour nous, en tout cas, on se bat sur ça au niveau de la CFTC. C'est vraiment de dire que l'accomplissement, il est double. Il est personnel et collectif. Et il faut surtout pas que dans la société de demain, il y en ait un qui oublie l'autre. Voilà. Parce qu'à travers le collectif, si on se dit que le travail a une place prépondérante dans l'accomplissement d'une vie, c'est l'endroit où on apprend souvent la solidarité, où on apprend la différence. Alors, la solidarité, évidemment, pour un syndicat, c'est pas vous qui allez me contredire. Mais est-ce que justement cette tendance d'aller vers de plus en plus un éclatement, une éclairisation du monde du travail ne risque pas, au fond, de se retourner contre les travailleurs eux-mêmes, parce que justement, toutes ces notions d'entraide, de solidarité, de réfléchir ensemble. Oui. Moi, il y a un dicton, je ne pourrais pas vous dire qui est l'auteur, qui dit « on n'est pas intelligent tout seul ». Je crois qu'on a tous fait de l'expérience. Oui. On est nombreux ici, là, dans la salle, chacun son métier, mais on va faire quelque chose de bien tous ensemble. Est-ce que là, il y a une tendance qui est inquiétante ? Parce qu'on la valorise, hein. Bravo, vous allez être indépendant, vous allez faire tout ce que vous voulez, mais ça peut être inquiétant. Il y a un vrai risque, et c'est inquiétant,
D'ailleurs, on voit des gens qui rêvent de liberté et qui, au bout d'un moment, la liberté isole et l'isolement entraîne le burn-out. Et on a vu des cas comme ça. D'ailleurs, on a dû traiter ce sujet-là aussi sur notre domaine, mais sur lequel il y a un lien direct, qui a été le télétravail. Je dirais, si on a beaucoup poussé à ce qu'il y ait du télétravail, parce que ça permet la conciliation vie personnelle, vie familiale, le télétravail poussé à l'extrême crée des difficultés d'isolement, crée des difficultés de perte de sens au travail, de difficultés de perte de repères au sein de l'entreprise. Et il ne faut pas oublier que dans le travail, et c'est là aussi où c'est une richesse, et pas que aliénant, pour revenir tout à l'heure au reportage sur l'étymologie, c'est là où on crée du lien social. La plupart des gens, leur cercle d'amis, c'est quoi? C'est les cercles d'amis qu'on a eus durant ses études, et le cercle d'amis qu'on s'est fait au travail. Alors moi j'ai une question sur l'argent, la place de l'argent dans le curseur du bonheur ou de l'épanouissement au travail. Est-ce qu'aujourd'hui le salaire a une place plus importante qu'avant dans le fait d'être épanoui au travail? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça ait une place plus importante qu'avant. Alors après, il y a des moments dans la vie et puis il y a des périodes où on le place de manière un peu différente. Quand on est sur une année et demie où on a eu une inflation à 2 chiffres qu'on n'a pas connue depuis des décennies, on place l'argent peut-être un peu au-dessus de quelques années auparavant. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a d'autres choses qui deviennent aussi importantes que l'argent. On a parlé tout à l'heure, le sens au travail, le fait d'être épanoui dans mon travail, les conditions de travail, le fait de pouvoir garder du temps libre, la stabilité qui est pas si importante parce qu'on voit que... Pendant très longtemps, on disait il faut un CDI, c'était vraiment, on voulait le CDI parce que c'était la sécurité. C'est moins important peut-être aujourd'hui, ça. Une grosse différence dans le travail aujourd'hui, c'est que nous avons des jeunes, mais y compris des moins jeunes, qui se disent je vais déjà faire 3, 4, 5 ans dans l'entreprise. Et puis je verrai après, peut-être que j'aurai envie de faire autre chose, parce qu'on a des envies qui changent. Peut-être qu'au bout de 4-5 ans, je vais me lasser. Et je veux surtout avoir du sens au travail, donc ne jamais être lassé par mon travail. Donc on voit bien, et ça peut être une difficulté à la fois pour l'entreprise, à la fois pour les organisations syndicales, parce que quand vous voulez avoir des gens qui s'investissent syndicalement dans l'entreprise, alors qu'ils se projettent que sur 2-3 ans, va être compliqué à leur dire présentez-vous aux élections, que vous êtes élu pour 4 ans, alors qu'ils ont une projection que sur 2 ou 3 ans. Donc voilà, donc tout ça a changé. Et aujourd'hui, que ce soit dans la prise des responsabilités, ou parfois, moi j'entends souvent des salariés venir me dire on me propose un poste de manager, c'est du travail en plus, c'est, excusez-moi de l'expression, mais souvent beaucoup de difficultés, voire plutôt l'expression, c'est beaucoup d'emmerdes. Et à l'arrivée, on me donne 100 ou 150 euros de plus par mois. Ben, plus qu'avant, ils disent non, je suis désolé, j'ai envie d'avoir une certaine tranquillité de vie, j'ai envie de faire autre chose. On en revient à ces conciliations des temps de vie, et j'ai pas envie de sacrifier tout ça. J'ai pas envie de sacrifier tout ça pour 100 euros, pour 150 euros. Donc, soit il faut vraiment que ça en vaille la peine financièrement. Donc, il faut vraiment avoir une augmentation qui soit très significative. Mais on voit que en permanence, il y a qu'est-ce qu'on me demande en plus? Pour quel salaire en plus, ou quelle responsabilité en plus, ou quelle difficulté en plus, voilà. Donc, est-ce que ça en vaut la peine? On a évoqué énormément de changements, là, quand même, dans le monde du travail. Vous allez voir, on a demandé, nous, à des aînés, ils ont quitté le travail depuis longtemps, quel regard ils portent sur le monde du travail d'aujourd'hui. Pas si simple. Direction, avenue Parmentier. Cet après-midi, on a rendez-vous avec des gens qui ne travaillent plus depuis longtemps, des retraités. On va à la paroisse Saint-Ambroise dans l'est de Paris. On assiste à une rencontre du MCR, le mouvement des chrétiens retraités. Alors le rendez-vous, c'est dans la salle paroissiale. On m'a dit, c'est derrière la boutique de la procure. Voilà, c'est là et on va voir Jacqueline, la présidente, c'est elle qui nous accueille. Le MCR, c'est un groupe de retraités qui se retrouvent pour échanger justement sur leur vie passée, leur avenir, parce qu'on a un avenir quand on est en retraite. C'est une autre vie qui commence. Hein. On a de la chance, le sujet du reportage, ça colle au thème de la séance du jour. Et on a commencé par une question un peu provocatrice. Est-ce que le travail, c'était mieux avant? Réponse de Françoise. On avait le temps de le faire, tandis que maintenant, c'est bâclé. Tout est mal fait, les gens ne tiennent pas la parole, ils ne vous écoutent pas. Est-ce que ça veut dire qu'on a perdu le sens du travail? Ah oui, oui. Le sens du travail bien fait, oui.
Alors qu'ils aient été pharmaciens, cadres, fonctionnaires, mères au foyer, infirmières, enseignantes, tous ont eu le souci de bien travailler tout au long de leur carrière. Anne-Marie. Et si on veut avoir un travail bien fait, il faut l'aimer. Jacinta, qui a fait toute sa carrière dans le syndicalisme, résume ça en 2 mots, la joie et le service. Je pensais à la phrase de Tagore, je dormais, la vie n'était que joie, je m'éveillais, la vie était service, j'ai servi et j'ai compris que le service était la joie. Et j'ai vraiment pensé à ça en écoutant Marie. Quand on sent qu'on est utile, et en fait après, il y a toujours quelque chose à faire quand on vieillit. Et puis le jour où on ne peut plus rien faire, on peut prier. Mais alors, justement, puisque le groupe réfléchit sur le passé, l'avenir, ce moment charnière, comment voient-ils le travail de leurs enfants ? Les réponses de Denis, ancien directeur d'agence bancaire, et de Pierre, vétérinaire. En ce qui concerne mes enfants, c'est vrai qu'ils parlent peu de leur boulot. Mes fils, bon, ils sont nés dans le guidon, ils travaillent beaucoup. Je me demande comment on peut arriver à manager de loin des collaborateurs, travaillant soi-même 2 à 3 jours en télétravail. Mais enfin, bon, il paraît que ça marche bien. J'en ai un qui fait de la recherche en cancérologie, mais il ne parle pas du sens de son travail. Il est simplement focalisé sur le travail qu'il a à faire. Et puis, pour le moment, il ne se projette pas sur ce que ça peut représenter. Alors peut-être qu'il le fait, mais en tout cas, il ne nous en a jamais parlé. Voilà. Bon, le sens du travail est-il vraiment perdu ? C'est peut-être Marie, ancienne infirmière, qui a la clé. Si on peut donner de la créativité à son travail, si on peut donner de l'amour, si on peut donner du sens, et si vraiment on se sent entouré de gens aussi bienveillants, et si on est respecté dans ce qu'on fait. La réunion se termine, il est temps de laisser les joyeux retraités partager un petit moment de convivialité. Et le premier goûter de l'année, c'est la galette des rois, et ça, c'est vraiment incontournable. Qui a cuisiné cette galette ? C'est vous, Anne-Marie ? Oui, c'est voilà, galette maison. Vous avez mis une fève dedans ? Ah oui, il y en a une. Je refais des parts un petit peu plus petites parce que j'ai peur qu'on en manque. Pas si simple. Thème du jour, le travail en crise de sens. Pas si simple, un podcast présenté par Éric Payet, Étienne Pépin et Isabelle de Golemin. Invité du jour, Cyril Chabagnier, président de la CFTC. Pendant que l'on écoutait ce reportage, Isabelle de Golemin, présidente des Semaines sociales de France, nous a rejoint. Mais juste avant, juste une petite réaction sur ce qu'on vient d'entendre. Ça vous a étonné, en fait, leur remarque ? Non, ça ne m'étonne pas parce que le travail a tellement changé que le changement est souvent perçu comme du moins bien. Voilà, parce que quand on le connaît pas, quand on n'a pas vécu les évolutions, c'est toujours compliqué de comparer et on a souvent une première image qui est plutôt négative. Après, ce qu'il y avait d'intéressant, c'était quand même le fait de dire, et on peut être tous d'accord sur ça, que lorsqu'on trouve de l'intérêt au travail, lorsqu'on aime son travail, on le fait mieux. Dans notre pays, on a souvent la culture du c'était mieux avant. Je crois que c'est différent aujourd'hui. J'entendais une personne dire comment on peut manager à distance. On peut manager à distance, mais par contre, on ne peut pas manager à distance avec les mêmes choses qu'on fait le management en présentiel. Donc, c'est une autre forme de management. Et donc, quand on l'a jamais connu, quand on n'a pas été formé à ça, quand on l'a pas pratiqué, on a du mal à le concevoir. Et donc, on dit, mais ce n'est pas possible. Si, c'est possible, mais ça demande une autre forme. Alors, Isabelle, on a parlé énormément du travail dans toutes ses dimensions. Est-ce que vous avez encore appris quelque chose sur le travail ? Oui, non seulement j'ai appris, mais j'ai appris beaucoup de choses, parce qu'on vient de voir en fait en moins d'une heure toute l'évolution des 50 dernières années du travail. Donc moi, j'aimerais bien qu'on revienne peut-être aux sources, et aux sources de la doctrine sociale de l'Église et la manière dont elle parle du travail, puisque vous savez que la doctrine sociale de l'Église, en fait, s'est créée à partir du travail. C'est la fameuse encyclique de Léon XIII, et qui parle d'abord de la dignité de l'homme au travail, et peut-être qu'on peut revenir là-dessus. Alors d'abord, vous avez raison de dire que le respect de la dignité est une valeur forte. Et d'ailleurs, y compris nous, dans nos statuts, dès le premier paragraphe, on dit que notre cœur de mission et la façon de faire du syndicalisme, c'est avant tout le respect de la dignité. Et aujourd'hui, c'est une
c'est une vraie mission. Et c'est souvent d'ailleurs par cette terminologie-là qu'on prend position. Souvent on nous dit la CFTC est un syndicat très constructif, qu'on voit peut-être pas assez souvent dans la rue, parce que quand la CFTC décide d'aller dans la rue, c'est justement parce qu'on a touché au respect de la dignité de la personne. C'est ça la valeur et le déclic qui fait que d'un syndicat constructif, on peut devenir ou on devient un syndicat en colère. Et on voit que l'évolution du travail, alors s'il y a eu quand même toute une partie d'évolution positive, tout à l'heure je parlais des conditions de travail qui sont plus les mêmes qu'il y a 60 ans, mais il y a d'autres évolutions qui sont inquiétantes. L'ubérisation, l'intelligence artificielle. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait tout un travail en lien avec la dignité de la personne, qui est que toutes ces nouvelles formes, elles doivent être au service de la personne, et non pas ni pour aliéner, ni pour remplacer, ni pour détériorer le travail et donc au final la personne. Donc on est inquiet, on est vigilant et on essaye de faire en sorte que ces nouvelles formes de travail, et d'ailleurs on a intitulé notre motion qui est sur la table, Travailler autrement. On essaye de vraiment d'aller sur ces nouvelles formes, ce soit pas, et ça n'aille pas vers le déclin du respect de cette dignité, mais que ça aille plutôt dans l'accompagnement, dans l'aide à la personne. Et c'est un travail qui est important parce que les dérives sont quand même fréquentes et on a un rôle très important parce que si on n'est pas là pour contrôler, pour éviter ces dérives, on y va gaiement. Donc, il y a un système économique qui pousse à ça. Il y a un système économique qui pousse à ça et on essaye, je crois que c'est le rôle de notre organisation syndicale, c'est de l'encadrer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être positives ou négatives. Si je prends l'exemple de l'intelligence artificielle, il peut y avoir plein de choses de positives, mais il peut y avoir plein de choses de négatives suite à ça. Qu'est-ce qu'on en fera, c'est un outil. C'est qu'est-ce qu'on en fera, et c'est ça qui est important. Et surtout, c'est est-ce qu'on est en capacité, nous, de l'encadrer. Et je crois que c'est ça le travail de demain, c'est d'encadrer les choses pour que ces évolutions n'aillent pas dans le mauvais sens. Et je reste persuadé que s'il n'y a pas d'encadrement, ça ira dans le mauvais sens. Et c'est là notre rôle principal. Et j'avais peut-être aussi une autre question qui doit vous concerner comme CFTC. C'est ce qu'on appelle le travail invisible. Le travail des femmes qui ne sont pas en entreprise mais qui travaillent. Vous avez dit tout à l'heure, c'était marrant, travailler, ça permet de mettre des choses dans le frigo. Mais souvent, il y a quelqu'un qui sort les choses du frigo, qui fait à manger, etc. Et de plus en plus de gens s'interrogent sur comment donner de la dignité, donner de la valeur, reconnaître ce travail invisible. Alors des gens vont jusqu'à dire qu'il faudrait un espèce de salaire universel, ou un revenu universel justement pour que tout le monde puisse y avoir droit. Il y a aussi le soin aux personnes âgées, le soin aux personnes en difficulté ou des personnes malades. La question des aidants. Donc la question des aidants. Donc comment est-ce qu'on peut avancer là-dessus sans complètement défaire notre système économique qui repose quand même sur le salaire? Alors, vous avez raison de poser cette question parce que c'est un sujet vraiment sur lequel on travaille énormément. Et je crois, et c'est là où ça fait toute notre différence, ça fait très longtemps qu'on se pose ces questions. Et dès 2011, au congrès de la CFTC, on a travaillé sur l'utilité sociale. Et je peux vous dire qu'en 2011, quand on travaillait sur l'utilité sociale, tout le monde se moquait de nous. Et avec la crise Covid, il n'y a plus personne qui reniait le fait que c'était important. Et dans cette utilité sociale, c'était justement pour valoriser et pour reconnaître tous ces métiers invisibles. Vous l'avez dit, c'est la personne qui reste à la maison pour élever ses enfants, pour travailler auprès d'un aidant, mais c'est aussi le travail qu'on peut avoir et son investissement dans une association, dans une ONG. Tout ce qui est reconnu utile socialement. Encore, il faudrait faire la liste de ce qui est utile socialement. Et ce que la CFTC préconisait dans un premier temps, avant de parler de revenu universel, c'était de dire, si on reconnaît que ces activités sont socialement utiles, alors il faut pouvoir, à minima, leur ouvrir des droits. Commençons par ça, parce qu'avant même de parler de salaire, on pourrait commencer à parler de droits. Et donc, nous, on disait, ça devrait ouvrir des droits, des prestations sociales. Et c'est tout un travail qu'on faisait sur ça. Et après, on allait même jusqu'à une deuxième réflexion qui était, pourquoi pas travailler ensuite à une espèce de revenu universel? Peut-être la différence qu'on avait par rapport au débat présidentiel de 2017, c'est qu'on n'imaginait pas le revenu universel qui était un revenu donné à tout le monde, quelle que soit l'activité, ou je dirais même quelle que soit la non-activité, mais on peut concevoir un revenu universel à partir du moment où l'activité invisible
est reconnu comme utile socialement. Je prends un exemple tout bête, si vous restez toute la journée chez vous à regarder la télévision, on n'est pas certain que ce soit très utile socialement. Si vous êtes chez vous parce que vous élevez vos enfants, parce que vous aidez une personne qui est dépendante, ou vous faites un investissement dans une association, dans une ONG, c'est utile pour la société, et donc ça pourrait mériter d'abord des droits, et ensuite, pourquoi pas, dans un deuxième temps, un revenu. Vous êtes très participant au niveau de l'Europe, puisqu'on a parlé de dignité du travail, de sens du travail, etc. Est-ce que vous pensez que l'Europe est à un bon niveau pour justement permettre de construire cette nouvelle manière de travailler qui correspond un peu à vos souhaits? En tout cas, il y a un investissement à faire auprès de l'Europe. Alors déjà, d'un point de vue économique, parce que en Europe, on travaille beaucoup et on travaille énormément aujourd'hui sur le salaire minimum européen, qui est quand même un véritable enjeu, mais aussi sur les questions du travailler autrement. Sur toutes ces questions-là, il y a un vrai investissement que les organisations syndicales font dans le cadre de la Confédération européenne des syndicats. Donc je reste persuadé que c'est la bonne échelle aussi, l'Europe. En tout cas, c'est une échelle qui est essentielle. Après, il y a tous des débats qui se créent autour de cette Europe, parce que moi, je crois qu'il ne faut pas mentir aux Français. C'est toujours compliqué quand on discute avec de nombreux pays, et on est aussi aujourd'hui en discussion pour l'intégration de nouveaux pays dans l'Europe. Et on voit les demandes de l'Ukraine, de la Turquie, d'autres pays. Au plus on est nombreux, au moins c'est facile de tirer les choses vers le haut. Donc il faut aussi avoir conscience de ça. Donc à la fois l'échelle européenne est un bon endroit pour faire avancer les choses, et à la fois il faut être vigilant à ce que des nouveaux entrants qui sont pas au même niveau que nous socialement n'entraînent pas, en tout cas ne tirent pas les droits sociaux et les droits des salariés vers le bas. Et c'est pour ça, et je ferai un clin d'œil à quelqu'un qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, M. Jacques Delors, qui disait d'ailleurs qu'au niveau de l'Europe, on pourrait avoir des cercles concentriques, c'est-à-dire peut-être différents niveaux pour faire avancer les choses. Et je crois que ce qu'on peut faire avancer à 6 ou 7, peut-être les pays un peu phares de l'Europe, peut-être qu'on ne peut pas aller au même rythme avec des pays entrants. Si demain l'Ukraine nous rejoint, on ne pourra pas tout à fait faire les mêmes choses et dans le même timing avec l'Ukraine que ce qu'on va faire avec l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Voilà. Donc ça reste... Il y a beaucoup de choses à faire au niveau de l'Europe. Ça reste quelque chose d'important et vraiment une échelle capitale. Mais attention, ne pas aller trop vite, ne peut-être pas tout faire tous en même temps, parce qu'au bout du bout, ça tire très rarement vers le haut. Oui, en tout cas, ça tire vers... le moins-disant social. C'est pas forcément le moins-disant, mais c'est peut-être parfois un juste milieu, mais qui fait que les plus hauts, eux, sont tirés vers le bas. Et comme la France, on a quand même la chance de faire partie plutôt des pays qui sont vers le haut, il ne faudrait pas que... par une Europe qui a de vraies belles ambitions, on y perde en droits sociaux si on ne fait pas attention à ça. On a une Europe économique et l'Europe sociale n'est pas encore bien construite. Et l'Europe sociale, alors l'Europe sociale, elle est, à mon avis, plus que pas encore construite. Elle n'est pas construite du tout, je dirais presque. Il faudrait la construire, et on est partisans, évidemment, à la CFTC pour la construire. Et encore une fois, je crois qu'on pourra la construire que si on le fait par étapes, et peut-être pas tout le monde en même temps et au même rythme. Et donc je reprendrai cette expression de cercle concentrique qui me plaît beaucoup, qui était utilisée par Jacques Delors. Voilà. Merci beaucoup, Cyril Chabagnier. Merci à vous pour l'invitation. C'était un plaisir, même si c'était du travail. Donc, ça sera avec ce mot de la fin. Comme quoi, le plaisir le travail peut être un plaisir. Exactement. Voilà. Je suis sûr qu'on a donné du sens ce matin. Merci beaucoup à vous. Merci Étienne. Merci Isabelle. On se retrouve très bientôt. Mais vous pouvez retrouver ce podcast sur les plateformes du Jour du Seigneur, de RCF et des Semaines sociales de France. À très bientôt. Au revoir. Pas si simple, le travail en crise de sens. Un podcast produit par le Jour du Seigneur, RCF et les Semaines sociales de France. Présenté par Éric Payet, Étienne Pépin et Isabelle de Golemin. Réalisé par Georges de Genevray. Prise de son, Laurent Schwartz. Reportage, Jérôme Tournier, Valérie-Anne Maître. Montage son et mixage, Julien Alves. Documentation, Claire Latuile. Production et voix off, Frédéric Niquet-Châtelet. Archives, RMC, France Culture, BFM TV, Vidéothèque de l'Assemblée nationale, Public Sénat. Musique, Mima Musique.